Bonjour à tous, bienvenue au château de Marcellus, sur la commune de Marcellus dans le Lot-et-Garonne. Mon épouse Catherine et moi avons acquis ce château en octobre 2020, donc il y a environ 7 mois seulement, et nous sommes actuellement toujours en train de prendre nos marques, si je puis dire, et meubler, décorer et entamer la rénovation de ce merveilleux château qui date à la fois du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. Je vous propose de visiter les lieux. Donc maintenant, nous pénétrons dans la cour d'honneur du château. Nous venons de passer un très joli portail et ses piliers qui datent du début du XIXe siècle. Ils ont été ajoutés à la demande de la comtesse de Marcellus à l'époque pour embellir et aussi protéger la cour du château, qui fut donc à l'époque du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle une forteresse. Sur ma droite et sur ma gauche ici, nous avons les deux pavillons septentrionaux. Celui de droite, donc côté est, abrite maintenant une chapelle. C'était un pavillon de garde. Et on a ici à ma gauche le second pavillon qui lui est orienté vers l'ouest et qui abritait une salle de garde et une pièce aussi pour le garde au rez-de-chaussée. Ce pavillon, lui, a été transformé en bibliothèque au début du XIXe siècle. La façade du château de Marcellus est d'un pur style néoclassique, ce qui était évidemment au goût du jour à la fin du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XVI. Cette façade, absolument symétrique, montre aujourd'hui deux frontons cintrés sur les parties gauche et droite du château, et au centre, encadrant la porte d'entrée, vous pouvez admirer un portique à double colonne, à chapiteau d'ordre corinthien, avec au-dessus une balustrade qui permet d'apprécier le balcon et la vue sur la cour du château. Nous allons pénétrer dans le château de Marcellus. On peut admirer cette très belle double porte en chêne munie d'un imposte, ce qui était évidemment très utile pour apporter de la lumière à l'intérieur du vestibule. Et sur cette porte, on peut admirer un très très beau heurtoir aux armes de la famille, qui sert évidemment de heurtoir et aussi de poignée pour actionner le verrou à l'intérieur. Voici le vestibule du château. Ce vestibule a été lui aussi modifié, réaménagé et décoré vers 1813 avec l'ajout de lambris, on va dire demi-haut, de panneaux de chêne de style plutôt Louis XIV sur les murs. Le sol en marbre gris de cône et rouge du Languedoc a lui aussi été installé en 1813 par un marbrier venant de Bordeaux. Et il y a eu à cette époque également l'installation de ce sas, très joli sas, en bois, en chêne, muni de grandes vitres qui permettaient de freiner le froid, laisser la porte principale ouverte et freiner le froid afin de ne pas subir ce froid lors des périodes d'hiver, et également bien sûr vitré pour laisser pénétrer la lumière. Je vais maintenant vous montrer le grand salon de réception du château. Ce grand salon, qui offre une surface de 90 mètres carrés, a lui été évidemment installé, dessiné et conçu au XVIIIe siècle, à l'époque de la construction du château. Et on peut remarquer aujourd'hui que des colonnes doriques supportant des voûtes en bois à caissons et des très jolis plafonds décorés de losanges et de rosaces ont été ajoutés également
en 1813 pour embellir et donner encore un peu plus d'ampleur et d'abondance à ce salon. Les murs sont recouverts de décors en stuc à l'imitation des boiseries typiques du XVIIIe siècle. Les portes, elles, évidemment, sont en bois et tous les décors sont en stuc. Et on peut admirer au centre du salon une cheminée d'époque Louis XVI, bien entendu, en marbre blanc de Carrare, qui mesure un peu plus de 2 mètres de long, surmontée d'un miroir en bois doré et menant jusqu'à la corniche à denticules qui fait tout le tour de la pièce. Ce salon débouche sur la grande terrasse nord, située au nord du château, située au nord pour 2 raisons. La première raison, c'est que, bien entendu, pour profiter de la vue magnifique sur la vallée du Marmandais et plus loin le fleuve Garonne, cette terrasse a été installée au nord. Et chose très intéressante, très importante également, c'est que les saisons estivales dans cette région peuvent être très chaudes et donc cette terrasse est systématiquement ombrée lors des saisons d'été qui sont très chaudes. Et depuis cette terrasse, qui développe environ 200 mètres carrés, on peut admirer la façade nord du château, avec évidemment toujours un pur style néoclassique, Louis XVI, et également surmonté d'un très grand fronton cintré à modillon au centre de la façade, avec toujours les armes de la famille de Marcellus sur le blason central et la couronne comtale qui surmonte ce fronton. Et les décors, les cadres à décors de chutes de fruits et de fleurs au-dessus des fenêtres ont été eux également ajoutés au début du XIXe siècle. Nous allons repasser par le grand salon de réception. Il faut savoir aussi que ce grand salon de réception, à l'époque, n'était quasiment pas meublé, puisqu'il était utilisé uniquement lors de fêtes, de dîners, de réceptions organisées par les comtes et comtesses de l'époque et qui recevaient leurs amis et toute la noblesse régionale ou même nationale et même étrangère. Seuls quelques petits coins salons étaient aménagés comme on l'a reconstitué aujourd'hui, qui permettaient de bavarder, de s'installer, de bavarder ou de jouer aux échecs ou au backgammon, comme c'était très apprécié aussi à l'époque. Depuis ce grand salon, nous arrivons au petit salon, qui est aussi nommé le Salon Rose. Pourquoi ? Parce que ce salon, aujourd'hui, dispose d'un très bel ensemble de mobilier 18e, de pur style Louis XV, recouvert d'un velours rose. Donc, l'appellation Salon Rose est arrivée très certainement au début du XIXe siècle ou à la toute fin du XVIIIe. Dans ce Salon Rose, on a aussi une très belle cheminée en marbre brèche africaine, qui est un marbre des Pyrénées, de style Louis XVI, très massive et aussi d'une longueur d'environ 2 mètres. Les murs de ce petit salon sont habillés de lambris hauts, de boiseries, plutôt sobres, montrant simplement des décors de cadres moulurés, avec au-dessus de la cheminée, en haut du trumeau, les armes de la famille de Marcellus et quelques cannelures qui décorent qui forment une frise au niveau de la simèse du salon. Ce salon permettait également d'accéder directement à la grande terrasse située au nord. Je vous fais découvrir maintenant la salle à manger avec un détail important et intéressant, ce sas formé par 2 doubles portes qui permettaient également de préserver l'intimité des gens qui se trouvaient dans la salle à manger et des autres qui se trouvaient dans le salon rose. Cette salle à manger, elle aussi,
est habillée de lambris hauts, également de pur style Louis XVI, peinte dans les tons de jaune. Cette boiserie, donc réalisée évidemment lors de la construction du château au XVIIIe siècle, offre aussi une très jolie cheminée de style Louis XVI, enfin d'époque et de style Louis XVI, en marbre blanc de Carrare et marbre Sarancolin, aussi un marbre des Pyrénées. Et les décors de cette boiserie sont un peu plus raffinés que celles du Salon Rose, avec des guirlandes de fleurs tombantes sur le haut des panneaux et une très jolie corniche rudentée à fleurs d'asperges et au-dessus des modillons à feuilles d'acanthe qui viennent rejoindre le plafond, lui décoré d'une très belle rosace avec des amours tenant des urnes au centre de la pièce. Depuis cette salle à manger, on pouvait également accéder directement par ce sas, lui aussi réalisé et fourni de 2 portes permettant de préserver son intimité, qui nous amène directement dans la cage de l'escalier d'honneur du château. Cette cage d'escalier va nous permettre de rejoindre le premier étage du château. L'escalier de pierre, avec sa rampe en fer forgé à volutes et à décor de feuillage en métal repoussé, fait partie aussi des éléments classés au titre du monument historique, comme le sont beaucoup d'éléments du château de Marcellus. Et je vous propose de rejoindre le premier étage. Dans la montée d'escalier, on peut admirer ce grand tableau qui fait partie d'un des éléments principaux que ma femme et moi nous avons pu conserver en pouvant l'acquérir auprès des propriétaires, des héritiers de ce château. Cette très élégante femme assise sur un tableau recouvert d'un tapis pour son confort sur un fond de paysage naturel représente Madame d'Avesnes, Constance d'Avesnes, l'une des ancêtres et propriétaire du château au XVIIIe siècle. Cet escalier qui est à 4 volets, avec des marches, on peut le remarquer, qui sont d'une faible hauteur, donc confortables et aisées à monter l'une après l'autre, qui nous permet d'atteindre le palier principal du château, nous permettant d'accéder à la grande galerie qui distribue les chambres et les suites du château, et également, par cette double porte vitrée, on peut accéder au balcon soutenu par le portique à double colonne, offrant une très jolie vue sur la cour du château, sur les 2 pavillons septentrionaux, donc à gauche celui qui maintenant abrite une chapelle, à droite le second qui abrite une bibliothèque, et la vue sur l'allée d'honneur du château et son parc à l'anglaise planté d'arbres tricentenaires qui sont donc ici depuis le XVIIIe siècle. Par ce vestibule, par ce palier, on peut donc déboucher sur la grande galerie, le grand couloir qui part d'est en ouest et qui permettait de distribuer chacune des chambres. Et dans ce couloir, d'où l'expression les fameux bruits de couloir et les conversations de couloir, étaient à l'époque nécessaires et utilisés par les hôtes et les invités qui pouvaient s'installer sur des banquettes et tenir leurs conversations. Puisqu'à l'époque, les hôtes, les habitants, les propriétaires et leurs amis ne se retrouvaient évidemment jamais dans leur chambre à coucher.
Je vais vous faire découvrir l'une des suites chambres du château de Marcellus. Cette première chambre, aujourd'hui munie d'un canapé-lit pouvant recevoir certains de nos invités, nous amène dans la pièce principale de cette très jolie chambre, offrant un lit à baldaquin bordelais en chêne, recouvert d'un très joli ciel de lit et de passementerie en tissu ancien que mon épouse Catherine a trouvé dans les greniers du château et à partir desquels elle a pu reconstituer cette très belle parure de lit. Une très belle cheminée en marbre rouge de Cône, d'époque Louis XV, offrait la possibilité de se chauffer et de converser au coin du feu dans cette chambre suite, qui, elle, débouche aujourd'hui sur un boudoir avec le lit de jour ou lit de repos, également muni d'un ciel de lit à la polonaise avec des tissus anciens que nous avons pu retrouver dans les greniers du château. Et une cheminée que l'on appelle cheminée à modillon, d'époque Louis-Philippe, donc plus tardive, munie d'un trumeau également de style Louis XVI. Depuis la grande galerie qui distribue les chambres, je vais maintenant vous montrer un endroit assez intéressant, un peu caché du château. Ce sont les combles aménagés pour le personnel de service et les chambres de bonne, évidemment, à partir du XIXe siècle et qui nous permet également d'accéder sur le toit du château. Suivez-moi. On peut remarquer que même un soin tout particulier a été apporté pour les parties secondaires du château, avec ce très joli escalier en chêne de style Louis XIII à balustre. Et depuis le palier, on peut découvrir ce petit placard, qui, ce placard, nous permet d'actionner un contrepoids très lourd, qui va nous permettre de faire coulisser une trappe en zinc et nous permettre d'accéder sur le toit de Marcellus, avec ici une vue absolument spectaculaire sur, je dirais, tout ce qui entoure le château et le paysage de la vallée de la Garonne et du Marmandais. Donc les deux avant-corps du château, situés au nord, qui encadrent la grande terrasse de réception, permet d'avoir un toit terrasse sur lequel nous nous trouvons, avec en contrebas, on peut apercevoir cette lignée d'arbres très régulière qui sont les platanes qui entourent le canal latéral de la Garonne. Avec en fond de paysage, les montagnes de Tonneins, la ville de Marmande qu'on peut apercevoir également ici. Les autres arbres alignés un peu plus loin sont ceux qui encadrent le fleuve Garonne. Et sur la gauche, au loin, la ville de La Réole. Le toit du château de Marcellus est recouvert de tuiles canal, donc des tuiles canal ou tiges de botte, qui sont de longues tuiles bombées, avec une architecture de toit à 4 pentes. Je me trouve maintenant près du pavillon de garde, orienté à l'ouest du château,
et je vais vous faire découvrir sous le pavillon de garde, derrière les murs de fondation pyramidaux et donc murs de soutien des pavillons, une pièce un peu sombre certes, mais qui permet de comprendre l'évolution des différentes architectures du château. Donc on peut comprendre par la forme pyramidale, encore une fois, de ces très épais murs bâtis donc au XVIe siècle, surmontés d'une corniche à très gros boudins et à doucines, que cette forteresse formait un mur d'enceinte. On voit sur ces murs ici à gauche, qui sont donc dans le prolongement des pavillons de garde, les anciennes meurtrières qui permettaient de repousser l'assaillant et qui étaient à l'époque des murs d'enceinte. Donc la cour actuelle a été remblayée au XVIIIe siècle. Et donc dans cette pièce, donc les murs sont voûtés en pierre apparente, et ici on découvre l'entrée d'une galerie qui n'était pas une galerie à l'époque, mais qui permettait de déboucher directement dans la cour du château, c'est-à-dire ne pas avoir à sortir et à emprunter l'entrée, mais pouvoir, pour les gardes de la forteresse, se rendre jusqu'au château sans avoir à sortir derrière les murs d'enceinte. Très belle architecture, purement 16e. Aujourd'hui comblée malheureusement. Alors là, on a à l'entrée des cuisines, nous avons dans le château un puits que je vais vous faire découvrir. Et ce puits est aussi, à ce puits s'ajoute une fontaine à l'extérieur du château qui permettait de puiser l'eau du puits à l'aide donc de cette fontaine à bras munie d'un crochet porte-seau. Et ce bras actionnait le système de pompage de l'eau venant du puits et qui permettait de remplir ces récipients. Nous sommes maintenant le long de la façade ouest du château et nous allons ici nous retrouver au nord, nous permettant de découvrir ces magnifiques arcades voûtes de pierre qui soutiennent l'ensemble de l'édifice. Donc cette enfilade de 5 voûtes, dont 2 sont bouchées et offrent des caves, soutenaient la forteresse du XVIe et puis ensuite, aujourd'hui, le château construit au XVIIIe siècle. Et on peut remarquer que sur 3 d'entre elles, des grilles ont été installées avec des murets qui, je suppose, pouvaient abriter les chiens de meute, les chiens de chasse du domaine. Car des chasses étaient organisées sur le domaine de Marcellus qui couvrait un peu plus de 300 hectares à l'époque. Nous allons donc rejoindre la cuisine principale du château. Cuisine, comme vous pouvez le constater, dans son jus. Ici, on a le sentiment que le temps s'est figé au XVIIIe siècle et que les portes ont été fermées et que personne n'y a pénétré depuis. On a cette très grande cheminée munie d'un tourne-broche ajouté au XVIIIe siècle qui permettait de cuire les aliments, donc la viande ou le poisson à l'époque. Près de la cheminée, un four à pain et à pâtisserie, ajouté lui aussi au XVIIIe siècle. La salle est voûtée, les sols sont en carreaux d'Aquitaine qui, eux, ont été installés pour le confort et la beauté au XVIIIe siècle, sachant que ces cuisines au XVIe n'étaient que de terre battue sur le sol. Et on a également ce merveilleux potager, le terme potager venant du fait qu'ici nous cuisons les potages, les soupes et les légumes, à l'aide de la braise incandescente tirée du foyer de la cheminée, installée dans les ouvertures et qui permettait de poser les casseroles de cuisson au-dessus, et les arcades en bas permettaient ensuite de retirer la cendre froide. Et cette cuisine nous permet aussi d'accéder à ce qui s'appelle la souillarde.
Cette très jolie pièce, voûtée également, avec ce très grand évier en pierre qui permettait de laver, rincer les aliments pour préparer leur cuisson et leur dégustation. Avec là aussi quelques ustensiles de cuisine de l'époque. On a ici cette grille en fer. On peut comprendre aisément qu'elles étaient utilisées pour griller les poissons. Elles en ont la forme, voilà, en fer forgé. Une très jolie corbeille d'osier pour porter les légumes et les fruits. Et les quelques étagères en bois supportées par des consoles en fer forgé pour y poser tous les ustensiles de cuisine également. Cette cuisine est distribuée par un vaste couloir ou galerie, également au plafond voûté en plein cintre, qui permettait d'accéder aux salles de garde, l'une d'entre elles étant aussi appelée par les anciens propriétaires la salle des secrets. Peut-être se tenaient des conversations secrètes ou des plans militaires à l'époque, dont l'une ici nous permet d'admirer depuis l'intérieur cette très belle voûte de pierre soutenue par une arcade et qui permettait à l'époque, avant que ces arbres aujourd'hui poussaient de manière sauvage, d'apprécier la vue également sur la vallée du Marmandais. Depuis cette galerie, on va rejoindre l'escalier de pierre qui, lui, nous permet de remonter au château, aujourd'hui 18e, et ici, donc avec un accès direct vers les cuisines, légèrement éclairé d'un soupirail, on va découvrir le puits qui a une profondeur de 38 mètres tout de même et qui permettait bien entendu d'alimenter tout le château en eau potable à l'époque. Il y a encore son système de poulies crantées de bois. Et ici, on peut voir, avec le reflet au fond, on peut deviner la profondeur de ce puits. Eh bien, je vous remercie pour m'avoir suivi tout au long de cette visite du château de Marcellus. Château qui reprend vie grâce à notre installation à Catherine, mon épouse et moi-même. Ce château qui, depuis 10 ans environ, ne montrait que des volets clos et aucune vie à l'intérieur. Donc ce château reprend vie et les anciennes familles qui s'y succédèrent, c'est-à-dire au tout début le duc d'Albret, devenu ensuite notre roi de France et de Navarre Henri IV, puis le duc de Gasque, puis ensuite la famille de Martin du Tirac, puis la famille de Marcellus et ses comtes et comtesses, va reprendre vie aujourd'hui et nous en serons les gardiens pour les quelques décennies à venir.